Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment politique et économique assez unique, on peut dire. Ah oui, ce grand débat organisé par le MEDEF, c'était quelque chose, hein. Exactement, la principale organisation patronale française. Il faut imaginer un peu la scène, hein, on est à Roland-Garros. Mais pas pour regarder du tennis cette fois. Non, non, pas de balle jaune, plutôt des arguments politiques qui fusaient. L'ambiance était décrite comme un jeu décisif, Une sorte de débat présidentiel avant l'heure, en fait. c'est ça. Et dans un climat, bon, de grande incertitude pour le pays, il faut le dire. Tout à fait. Autour de la table, alors, on avait les chefs des principaux partis, Jordan Bardella pour le RN, euh, Bruno Ritaglio pour les Républicains, LR, oui. Gabriel Attal pour Renaissance, évidemment. Marine Tondelier pour les écologistes, Fabien Roussel pour le PCF, et puis Emmanuel Bompard pour la France Insoumise, LFI. Un beau plateau, voilà. Et le thème affiché, la France peut-elle rester dans le jeu Vaste programme. Absolument. Et notre objectif, là, aujourd'hui, c'est un peu décrypter ce qui s'est dit pendant cet échange, qui a été pour le moins intense. On peut dire ça, oui. On va essayer de comprendre un peu les diagnostics de chacun sur la situation du pays, les solutions économiques qu'il propose. Et puis voir où ça coince, où sont les vraies lignes de fracture. Exactement. Et tout ça autour d'une question très immédiate qui brûlait un peu toutes les lèvres à ce moment-là. Ah oui, la fameuse question de la confiance au gouvernement Bayrou. C'est ça. Fallait-il accorder la confiance à François Bayrou qui venait tout juste d'être nommé? C'était le dilemme de façon assez dramatique, non? Oui, la confiance ou le chaos, carrément. Et ça, d'emblée, paf, ça a divisé l'Assemblée en deux. Très nettement. D'un côté, Gabriel Attal et Bruno Retailleau qui disaient, en gros, bon, pas question de faire tomber le gouvernement maintenant. Voilà, pour la stabilité. Et de l'autre, les quatre autres, Bardella, Tondelier, Roussel et Bompard, qui annonçaient clairement, nous, on votera contre la confiance. Alors, essayons de comprendre un peu pourquoi ce refus, justement, pour ces quatre-là. Jordan Bardella pour le RN, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Lui, c'était surtout l'instabilité politique. Selon lui, elle venait des accords électoraux passés pour faire barrage à son parti, en gros. D'accord. Et donc, sa solution? Sa conclusion, c'était seule une dissolution ou une présidentielle pouvait clarifier la situation, remettre les choses à plat. Il a même utilisé une image assez forte, je trouve, Ah oui, celle de l'entreprise en liquidation judiciaire, voilà, pour vraiment marquer l'incertitude ambiante, surtout pour les entreprises, quoi. Une image choc, c'est vrai. Et Marine Tondelier, alors, des écologistes, elle a dit quoi face à cette idée de chaos? Eh bien, elle a un peu retourné l'argument. Pour elle, la responsabilité de la crise, c'était pas l'opposition, c'était le camp présidentiel, le capitaine Macron, comme elle a dit. D'accord. Elle a rappelé que la dissolution d'avant avait déjà eu des conséquences économiques, le fameux spread France-Allemagne qui avait augmenté. Oui, l'écart de taux d'intérêt, signe de méfiance des marchés. Exactement. Et elle a critiqué ce qu'elle voyait comme un manque d'alternative proposée par le pouvoir. Elle a même cité Thatcher, There is no alternative. Ah oui, la référence classique. Et puis elle a pointé l'explosion de la dette publique, passée de 2000 à 3000 milliards d'euros sous Macron. Un point important pour elle. Donc pour elle, non plus, la dissolution n'était pas la solution. Et Fabien Roussel, le communiste, il était sur quelle ligne, lui? Fabien Roussel, il a refusé cette opposition binaire confiance ou chaos. Il a dit « Ok, la France a des atouts, mais elle s'affaiblit. » Et pourquoi elle s'affaiblit selon lui? Ben, à cause des politiques menées depuis des années. Il a parlé de désindustrialisation, des services publics qui sont abîmés. Et tout ça face à des défis énormes. La guerre en Ukraine, la pression américaine. Donc pour lui, la question, c'était pas juste de maintenir un gouvernement. C'était plus profond que ça. Oui, il fallait engager un changement de cap politique beaucoup plus radical, quoi. D'accord. Et le dernier des quatre, Manuel Bompard, pour LFI, son angle d'attaque. Lui, il s'est beaucoup concentré sur le budget que Bayrou était en train de préparer. Il l'a qualifié de récessif. Carrément, oui. Il a dit que cette politique préparait un chaos social et écologique. Il a sorti des chiffres, pauvreté record, hausse des émissions de gaz à effet de serre, les faillites d'entreprises qui augmentaient. Donc, voter contre la confiance, c'était pour bloquer ça. Pour LFI, c'était une nécessité, oui, pour empêcher une politique d'austérité qui, selon eux, allait frapper la consommation populaire. Et donc, au final, les entreprises aussi. Voilà, par ricochet, eux, ils plaidaient pour une rupture, une relance sociale et écologique tirée par la demande. Vraiment l'inverse. On voit bien les raisons différentes de refuser la confiance. Plus institutionnelle pour Bardella, et puis très économique et sociale pour la gauche. C'est ça.
Mais alors, ceux qui voulaient éviter la chute du gouvernement, Bruno Ritaglio, pour LR, comment il a justifié sa position? Lui qui venait d'entrer au gouvernement en plus. Alors Ritaglio, il a été assez clair. Il a dit, attention, c'est pas un chèque en blanc pour Bayrou. Ah, d'accord. Mais il partageait un diagnostic. Lequel? Celui d'un système social étatiste français qui serait à bout de souffle. Des mots forts. Oui, il a même cité Reagan, une vieille analogie sur l'excès de taxes, de règles. Il a pointé du doigt ce qu'il jugeait comme l'insoutenabilité des dépenses publiques. Il a donné des chiffres là-dessus. Oui, il a parlé de 60 milliards d'augmentation prévue face à seulement 50 milliards de richesses créées en 2026. Bon, des chiffres à vérifier, mais c'était son argument. Et donc il fallait tenir pour l'instant. Voilà. Tout en disant qu'il faudrait des ruptures franches en 2027, moins d'État, moins de taxes, moins de normes, il justifiait sa participation au gouvernement par le besoin de stabilité immédiate, face au chaos et à ce qu'il a appelé la gauche mélenchonisée. Des propos qui ont dû plaire dans la salle du MEDEF, j'imagine. Oui, ça a été assez applaudi, effectivement. Et Gabriel Attal, alors, Premier ministre sortant à ce moment-là, son argument principal, Attal, lui, il a mis en avant une raison très pragmatique. L'urgence d'avoir un budget voté avant le 31 décembre. pour la visibilité des entreprises, exactement. C'était crucial, selon lui. Faire tomber le gouvernement aurait rendu ça très très compliqué. Il a reconnu quand même qu'il fallait changer des choses. Oui, oui, il a aussi parlé de besoin de rupture, d'adapter le modèle français de 1945 aux défis de 2025. Il a cité la démographie, l'IA, le climat. Ok. Mais dans l'immédiat, son message, c'était vraiment, bon, mettons-nous autour de la table, travaillons ensemble sur un budget, même s'il n'est pas parfait, pour assurer la stabilité économique. D'accord. Bon, cette question de confiance a vraiment été un révélateur, hein. Mais au-delà de ça, le cœur du débat, c'était quand même l'économie. Ah oui, bien sûr. Et là, on a entendu des visions radicalement différentes sur comment relancer la machine France, non? Tout à fait. On peut schématiser en C+1 toujours un peu plus nuancé en réalité. Allez, schématise. D'un côté, on a ceux qui misent plutôt sur l'offre, c'est-à-dire créer les bonnes conditions pour les entreprises. On y trouve Attal, Ritaglio et puis Bardella, avec ses spécificités. D'accord. Commençons par Gabriel Attal. Il a défendu le bilan des années Macron, j'imagine. Oui, clairement. Il a mis en avant les baisses d'impôts qui avaient été faites, suppression de l'ISF, la fameuse flat tax sur le capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et pour lui, ça a marché. Pour lui, oui. C'est ça qui a permis de faire baisser le chômage. Il a vraiment refusé l'étiquette de cadeau au patron. Il a insisté sur la compétition internationale. Mhm. Et un point intéressant, il a beaucoup insisté sur le manque de capitaux en France pour financer l'innovation. Ah oui. Oui, il a cité des exemples comme Dailymotion, Viadeo, Archos. Des boîtes françaises qui n'ont pas pu rivaliser avec les géants américains, faute d'investissement suffisant selon lui. Et donc, sa solution pour ça? Il a plaidé pour une Union européenne des marchés de capitaux pour mobiliser plus d'argent. Et aussi pour développer la retraite par capitalisation. D'accord. Et Bruno Retailleau, dans cette même logique d'offre, c'était quoi ses propositions phares? Retailleau, c'est vraiment la ligne réduction drastique des dépenses publiques. Il a parlé de ne pas remplacer systématiquement les fonctionnaires qui partent à la retraite, le fameux 1 sur 2 ou même plus. Voilà, quelque chose comme ça. Il veut aussi baisser fortement les charges sur le travail. Il a son idée de seuil zéro charge au-delà d'un certain nombre d'heures. Il avait une autre idée sur les aides sociales, non? Oui, le compte social unique plafonné. Une sorte de guichet unique pour toutes les aides, mais avec un plafond pour inciter au retour à l'emploi. Sa philosophie est claire. La richesse, elle vient d'abord du privé. Il faut libérer les entreprises. Ok. Et Bardella, alors? On le classe aussi dans l'offre, mais tu disais qu'il avait ses spécificités. Exactement. Bardella, il critique très fort la dette. Il a rappelé les 1200 milliards accumulés en 10 ans. Et le fait qu'on empruntait plus cher que la Grèce à ce moment-là. C'est ça, un point qu'il a martelé. Il veut bien réduire les dépenses de l'État, mais il dit attention, ça suffira pas sans croissance. Donc ces leviers pour la croissance, c'est quoi? Alors, c'est là que c'est mixte. D'un côté, baisse massive des impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Ça, c'est très pro-offre. Oui, simplification administrative radicale. Il a même chiffré le coût de la paperasse, l'impôt de papier, à 60 milliards par an. Énorme. Ah oui, quand même. Mais de l'autre côté, il y a des éléments plus protectionnistes, une énergie française moins chère en sortant du marché européen. D'accord. Et le patriotisme économique, priorité nationale dans les marchés publics. Il a aussi parlé d'un fonds souverain alimenté par l'épargne des Français pour investir dans des secteurs stratégiques.
Donc c'est un mélange? C'est ça, un mélange d'orthodoxie budgétaire affichée, de libéralisme sur les charges et les normes, et de protectionnisme. C'est assez spécifique au RN. Intéressant ce positionnement. Bon, passons à l'autre camp alors. Ceux qui misent plutôt sur la demande, l'intervention de l'État. Bompard, Roussel, Tondelier. Manuel Bompard, on a vu qu'il critiquait le budget Bayrou. Il proposait quoi comme alternative? Lui, il a frontalement rejeté la politique de l'offre. Il a dit « C'est ça la cause de l'investissement faible, de la baisse des salaires réels, de la croissance molle. Et donc, il faut faire quoi? Sa solution, une relance par la demande, qu'il appelle sociale et écologique. » Ça passe par quoi? Investissement public massif, soutien au pouvoir d'achat. Et il a parlé de planification économique aussi, non? Oui, il défend l'idée de planification pour donner de la visibilité aux acteurs économiques. Et il veut cibler les secteurs clés. La mer, le numérique, la transition écolo, le spatial. Et sur l'énergie? Là, il critique les libéralisations passées et veut revenir à des prix réglementés. Vraiment un contre-modèle. D'accord. Fabien Roussel, lui, si je me souviens bien, il a beaucoup parlé de travail et salaire. Oui, c'est vraiment au centre de son discours. Il veut augmenter les salaires. Comment? En les indexant sur l'inflation, en augmentant le SMIC. L'idée derrière, c'est de relancer la conso. Exactement. Relancer la consommation, et donc toute l'économie. Et il a proposé un plan d'investissement public colossal. Ah ouais? 500 milliards d'euros sur 5 ans, pour une France des bâtisseurs, comme il dit. Waouh! Et comment on finance ça? Alors, en partie, en réorientant les aides publiques aux entreprises. Il les chiffre à 211 milliards par an actuellement. Il veut les supprimer. Non, pas les supprimer, mais les conditionner très très strictement. Obligation d'investir en France, respecter des critères sociaux, environnementaux, et favoriser les TPE-PME plutôt que les grands groupes. Et son slogan, c'était? Produire français, ça il le martèle. Et Marine Tondelier, comment elle se situe là-dedans? Elle aussi, elle veut conditionner les aides aux entreprises. Absolument. Elle a dénoncé ce qu'elle voit comme un deux poids, deux mesures. L'argent public serait rare pour les services publics ou les aides sociales, mais il coulerait à flot pour les entreprises sans assez de contrepartie. Donc, elle veut les mêmes types de conditions. Pas de délocalisation, respect de la parité homme-femme, critères sociaux et environnementaux stricts. Et elle a beaucoup insisté sur le danger des inégalités croissantes. Elle a donné des chiffres. Oui, elle a cité la fortune des 500 plus riches qui aurait doublé pendant que 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Pour elle, c'est une menace directe pour la cohésion sociale. Et pour l'économie aussi, elle disait? Oui, parce que c'est la consommation qui tire la croissance. Et elle a aussi beaucoup parlé de la transition écologique comme source d'emploi. Ah oui, les fameux 900 000 emplois potentiels. Voilà. Mais elle a dit que ce potentiel est menacé par l'instabilité politique et réglementaire. Et elle a aussi rappelé aux patrons présents dans la salle les risques financiers directs du changement climatique pour leurs propres entreprises. Jusqu'à 25% des bénéfices menacés, c'est ça? C'est le chiffre qu'elle a avancé, oui. Pour bien marquer que l'écologie, c'est aussi de l'économie. Bon, on voit bien les deux philosophies qui s'affrontent, hein. Libérer l'offre d'un côté, stimuler la demande et investir de l'autre. Mais il y a un sujet qui a traversé un peu tous les camps, avec des lignes de fracture parfois surprenantes. Ah oui, lequel? C'est l'environnement et la réglementation, les normes vertes, tout ça. Ah oui, effectivement, c'était un point chaud du débat. Et comme tu dis, les clivages n'étaient pas simplement gauche-droite classique. On a parlé ZFE, éolienne, nucléaire, fin du moteur thermique en 2035. Alors, qui tapait le plus sur les normes environnementales? Principalement Jordan Bardella et Bruno Retailleau. Bardella, il a attaqué très durement le pacte vert européen, le Green Deal. Il a dit quoi exactement? Il l'a qualifié de montagne de normes. Il a cité la CSRD, les nouvelles règles de reporting de durabilité pour les entreprises, le devoir de vigilance, la stratégie agricole, Farm to Fork, l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Et pour lui, c'est négatif. Très négatif. Il dit que ça pénalise les entreprises françaises, que ça détruit des emplois. Il a parlé de 200 000 pertes dans l'automobile. Il parle carrément de politique de décroissance. D'accord. Et Ritaillot, sur la même ligne? Un peu différent. Lui, il a surtout ciblé les subventions aux énergies renouvelables. Il pense que l'éolien, par exemple, c'est mature maintenant. Ça ne devrait plus être aidé par l'argent public. Surtout quand les prix d'électricité sont bas, voire négatifs. Exactement. Et il a beaucoup mis en avant l'atout de l'électricité française, décarbonée grâce au nucléaire. Il a critiqué ce qu'il appelle la fascination pour la norme de l'Europe. Et il a proposé une alternative?
Il a plaidé pour une Europe qui innove plus. Il a même suggéré une DARPA européenne, une agence de recherche avancée comme aux États-Unis. Ok. Et en face, alors qui défendait la transition écologique? Et comment? Marine Tondelier, j'imagine. Oui, évidemment, elle était en première ligne. Elle a martelé la dimension économique de l'écologie, le coût de l'inaction climatique pour le PIB, pour les entreprises. Elle a critiqué vilement ce qu'elle a appelé les 43 reculs environnementaux du gouvernement précédent, et elle voit ça comme une opportunité. Oui, une opportunité d'emploi massive, les 900 000 emplois. Elle s'est inquiétée du retard pris par la France, par exemple, sur les panneaux solaires. Et elle a eu une position intéressante sur l'industrie polluante, non? Très intéressant, oui. Elle a défendu le maintien en France d'industries comme la sidérurgie ArcelorMittal ou les pneus Michelin, au nom de la souveraineté, en disant qu'il faut les accompagner dans leur transformation verte, pas les laisser partir. Plutôt que de délocaliser la pollution, en gros. C'est un peu l'idée, et elle a aussi fustigé l'instabilité réglementaire, par exemple le débat sur un moratoire sur les renouvelables. Et les autres, Attal, Bompard, Roussel, ils se situaient où là-dessus? Attal a affirmé qu'il fallait changer de modèle face au climat. Il a défendu le développement des renouvelables en plus du nucléaire. Il pense qu'on a besoin des deux. Un équilibre. Bompard a d'ailleurs taclé la droite et l'extrême droite qui avaient voté ensemble pour demander un moratoire sur les renouvelables. Ce débat nucléaire contre renouvelable ou nucléaire et renouvelable, il a été assez vif, j'ai l'impression. Oui, Tondelier et Bompard ont souligné un point factuel. Les nouveaux réacteurs nucléaires promis, ils seront pas là avant 2040, au mieux. Donc, en attendant, En attendant, pour eux, les renouvelables sont indispensables à court et moyen terme pour faire la transition. Retalio, lui, il voit clairement le nucléaire comme la colonne vertébrale. Et Attal essaye de tenir une position d'équilibre. Il faut les deux. C'est un débat qui est loin, loin d'être tranché. tout ça nous amène assez logiquement à la question du travail, du modèle social. Comment on finance tout ça? Comment on travaille? Là aussi, j'imagine des propositions très différentes. Énormément. On retrouve un peu le clivage qu'on a vu sur l'économie. D'un côté, une approche qui met l'accent sur l'incitation au travail, la réforme du modèle actuel. Et de l'autre, une approche qui insiste plus sur la protection, l'investissement social et une autre répartition des richesses. Alors, côté incitation et réforme, on retrouve qui? Ritaillot, Attal, Bardella, c'est ça? C'est ça. Bruno Ritaillot, on l'a déjà dit, moins de fonctionnaires, rendre le travail plus payant avec son seuil zéro charge et la réforme de l'assurance chômage. Oui, il soutenait le décret pris par Attal juste avant. Son idée de compte social unique, plafonné, ça vise aussi à limiter la durée ou le montant des aides pour encourager le retour à l'emploi. Et il a parlé de retraite par capitalisation aussi. Oui, développer un troisième pilier à côté de la répartition. Et sur l'immigration, sa ligne, c'est former les immigrés légaux qui sont déjà là et au chômage plutôt que de régulariser les sans-papiers pour les métiers en tension. Gabriel Attal, il était sur la même ligne pour l'assurance chômage. Oui, et il a justifié la réforme en disant qu'elle était nécessaire pour inciter à reprendre un travail. Il pense aussi que ce sont les charges trop élevées qui empêchent les salaires d'augmenter au-dessus du SMIC. Et la capitalisation pour les retraites, il est pour aussi, hein. Oui, comme Ritaillot. Il y voit un moyen de dégager de l'épargne pour financer l'innovation en France. C'est lié à son diagnostic sur le manque de capitaux. Et Jordan Bardella, sur le travail et le social, c'était quoi sa position? Lui aussi, il veut baisser le coût du travail, mais il promet en même temps d'augmenter les salaires nets. Comment? Ça passerait par une baisse des dépenses de l'État pour compenser. C'est un peu flou comment ça s'équilibre. Il s'est inquiété de l'entrée, selon lui, trop tardive des jeunes sur le marché du travail stable. Et il apprenait une meilleure orientation. Oui, vers les métiers manuels, professionnels, il a eu une formule pour rejeter ce qu'il appelle le droit à la paresse. Et sur la retraite par capitalisation, il est plus sceptique. Oui, il a exprimé des doutes sur la faisabilité d'une transition rapide et il a très clairement lié la sauvegarde du modèle social français à un contrôle beaucoup plus strict de l'immigration. C'est un axe majeur pour lui. D'accord. Et de l'autre côté du spectre, alors? Ceux qui mettent l'accent sur la protection, l'investissement social, Manuel Bompard par exemple. Manuel Bompard, lui, il défend le modèle social actuel. Pour le financer, il propose d'annuler une grande partie des exonérations de cotisations sociales qui ont été accordées aux entreprises. Ah oui, c'est radical. Oui. Il s'est aussi opposé à l'idée d'allonger les jours de carence en cas d'arrêt maladie. Et surtout, il a contesté l'idée que le chômage viendrait d'un manque de volonté des chômeurs. Il a donné des chiffres là-dessus, hein. Oui, il a cité un chiffre. Une offre d'emploi disponible pour 26 chômeurs inscrits. Pour lui, ça montre que le problème, c'est pas les chômeurs, c'est le manque d'emploi. Et donc la solution? C'est de créer des emplois via la planification, l'investissement public, pas de durcir les règles pour les chômeurs.
Fabien Roussel, fidèle à lui-même, a remis l'accent sur les salaires. Toujours. Indexer les salaires sur l'inflation, augmenter les SMIC, pour soutenir la consommation et puis la dignité des travailleurs. Il a beaucoup parlé de la valeur travail, associée au bonheur à une France des jours heureux. En opposition à l'austérité, j'imagine. Exactement. Pour lui, la clé, c'est l'investissement public, pas la rigueur budgétaire. Et Marine Tondelier, pour finir sur ce volet social. Elle a critiqué la théorie du ruissellement, l'idée que la richesse des plus riches finit par profiter à tout le monde. Elle demande une juste répartition des richesses. Elle a soulevé des questions concrètes aussi, non? Oui, très concrète. Comment adapter les conditions de travail au changement climatique? Elle a créé l'exemple du BTP, des gens qui travaillent en pleine chaleur. Et sur le chômage. Face au chômage qui persiste, elle a évoqué la piste du partage du temps de travail. Et elle a aussi contré les discours anti-migration, Comment? en rappelant que le MEDEF lui-même chiffrait les besoins futurs en main-d'œuvre étrangère, un peu pour dire soyez cohérents. Et elle avait une idée pour faire des économies sur la Sécu. Oui, elle a donné un exemple. Négocier plus durement le prix de certains médicaments très, très chers. Elle a cité l'anticancéreux Keytruda. Une piste d'économie par la négociation. Bon, le débat s'est terminé sur des tons assez variés, j'ai l'impression. Oui, des appels au dialogue, mais aussi des constats d'opposition vraiment frontale. Qui disait quoi, en gros? Bompard a insisté sur l'existence de deux logiques irréconciliables. Roussel a plutôt appelé à construire ensemble. Tondelier a mis en garde contre ce qu'elle a nommé la menace fasciste en appelant le monde économique à réagir. Et les autres? Bardella s'est dit ouvert au dialogue, mais bon, très critique du bilan des autres. Retailleau en a appelé à la responsabilité pour la stabilité immédiate et Attal a conclu en proposant de continuer à bosser ensemble sur le budget et de se revoir. Un peu une main tendue. Ce qui ressort de tout ça, quand même, c'est une photographie assez saisissante des fractures françaises, non? Ah oui. Stabilité contre rupture, libéralisme contre interventionnisme, rigueur contre relance. Et cette vision de l'urgence écologique qui varie énormément d'un camp à l'autre. Tout à fait. On sentait une vraie tension, une conscience de la crise, c'est sûr. Et au-delà des postures et des solutions qui s'opposent, est-ce qu'il y avait quand même un point commun? Peut-être, oui. De manière sous-jacente, la conscience, même exprimée très différemment par chacun, que le modèle actuel est soit à bout de souffle, soit doit être profondément transformé. Personne n'a vraiment dit « tout va bien, continuons comme ça ». Alors, la question qu'on peut se poser, en refermant un peu nos notes sur ce débat, c'est quoi? Eh bien, c'est peut-être celle-ci. Face à des divisions aussi profondes, et alors que même ceux qui prônaient la stabilité à court terme, comme Ritello ou Attal, reconnaissaient le besoin de rupture majeure plus tard, quelle transformation de fond est réellement possible dans le paysage politique et institutionnel français actuel, tu veux dire? Oui. Surtout quand on ajoute par-dessus les pressions extérieures qui sont gigantesques. Le climat, la géopolitique, la révolution de l'IA. Est-ce que cet échange, finalement, il dessine des pistes de compromis possibles, même minces, ou est-ce qu'il annonce plutôt une fragmentation encore plus grande pour les années à venir? C'est une question qui reste ouverte, effectivement. De quoi réfléchir. Tout à fait.